Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau dossier ésotérique. Connaissez-vous l'histoire du vol 401? Un film a été fait sur cette affaire. Nous sommes le 29 décembre 1972. Le vol 401 de la Easter Airlines décolle de l'aéroport John Kennedy à New York. L'avion, un L-10-11, avait été livré à la compagnie le 18 août de la même année. Il transportait 163 passagers et il était sous le commandement du capitaine Robert Albin Loft, un pilote de 55 ans qui avait accumulé de nombreuses heures de vol au cours de sa longue carrière. Quelques heures plus tard, à 23h32, l'avion commença à amorcer son approche de l'aéroport international de Miami, où il devait atterrir, mais après avoir réduit la vitesse de l'appareil, le copilote, le premier officier Albert John Stockill, âgé de 39 ans, remarqua que l'indicateur du train d'atterrissage, une lumière verte qui devait signaler qu'il était bien descendu et verrouillé, ne s'allumait pas. Le commandant, qui était à la radio, avertit alors la tour de contrôle qu'il cessait leur manœuvre d'approche et il demanda à rentrer dans un circuit d'attente le temps de résoudre le problème. Le contrôleur autorisa l'avion à monter à 2000 pieds et à voler vers l'ouest au-dessus des Everglades. Pendant que l'ingénieur de vol Donald Louis Repo, 51 ans, descendait dans la salle de l'électronique pour vérifier par le hublot que le train d'atterrissage était bien sorti, l'officier Stockhill vérifia l'ampoule de l'indicateur, que le capitaine Loft pensait défectueuse. 50 secondes plus tard, ayant atteint l'altitude assignée, le commandant demanda à son premier officier de mettre l'avion sur le pilote automatique. Pendant les 80 secondes suivantes, l'appareil maintint son altitude, puis il chuta de 100 pieds. Continua à voler normalement pendant 2 minutes et commença à descendre lentement, de telle sorte que personne ne s'en aperçut. 2 minutes plus tard, l'avion avait encore perdu 250 pieds. Il volait à la moitié de son altitude, mais il n'était pas assez bas pour que l'alarme se déclenche. À ce moment-là, comme l'officier Stockill faisait tourner l'appareil à 180 degrés, soudain il s'aperçut que quelque chose n'allait pas. Stockill se demanda, ou plutôt demanda, avons-nous fait quelque chose à l'altitude? Robert Loft lui demanda de quoi il parlait. Stockill se disait, nous sommes toujours à 2000 pieds, non? Et Loft se demanda paniqué, qu'est-ce qui se passe ici? Moins de 10 secondes plus tard, le vol 401 s'écrasait dans les marécages des Everglades. Le bout de l'aile gauche toucha le sol en premier, puis le moteur gauche, suivi du train principal gauche, chacun laissant une traînée dans le sol de 1,50 m de large sur plus de 30 mètres. Lorsque le fuselage toucha le sol à son tour, l'avion continua à se glisser, se désintégrant en plusieurs morceaux. Robert Marquis et Dave Dickinson pratiquaient la chasse à la grenouille quand ils assistèrent à l'accident et immédiatement ils se précipitèrent pour porter secours aux survivants. Durant toute la nuit et une partie de la journée du lendemain, Robert Mackie transporta les blessés sur son hydroglisseur, les sortant de la carlingue et les amenant dans des endroits plus sûrs où les attendaient les hélicoptères. Comme le carburant se déversait des réservoirs éventrés, il fut victime de nombreuses brûlures au visage, aux bras, aux jambes, et il reçut une médaille pour son grand courage. Il mourut en 2008 des suites d'une chute, et ses cendres furent réparties sur le site du crash. Le capitaine Robert Loft, le premier officier Albert Stockhill et le second officier Donald Repo succombèrent au moment de l'accident ou dans les heures qui suivirent.
Les marécages avaient absorbé une grande partie du choc, ce qui avait amorti l'impact de l'appareil, notamment pour les 176 personnes que transportait le vol. 75 survécurent. La plupart des victimes étaient des voyageurs qui se trouvaient dans la partie médiane de l'avion. Cependant, les organismes présents dans le marais pouvaient causer des infections. Leur sauvetage s'avéra donc délicat. Les blessés présentaient des fractures, des brûlures à divers degrés, mais 8 des passagers furent infectés par la gangrène gazeuse, que les médecins durent soigner en utilisant des caissons hyperbares. Lors de l'enquête qui s'ensuivit, de petits défauts dans la conception des voyants lumineux furent détectés, que la compagnie corrigea très rapidement. Elle révéla également que quelqu'un avait cogné la barre de direction par inadvertance, désactivant le pilote automatique sans le vouloir. Et les experts en conclurent à une erreur de pilotage. L'incapacité de l'équipage à surveiller les instruments pendant les 4 dernières minutes de vol et à détecter une descente assez tôt pour éviter l'impact avec le sol furent portés à leur actif. Suite à l'accident du vol 401, de nombreuses compagnies aériennes formèrent leurs pilotes à la gestion des ressources, aménageant les postes de pilotage de façon à ce qu'ils soient le moins distraits possible en cas de problème. Mais la suite, parce qu'il y a forcément une suite, sinon ce ne serait qu'un banal accident de voiture, j'allais dire, un banal accident d'avion. Quelques mois plus tard, des rumeurs commencèrent à se répandre que le capitaine Robert Loft et l'ingénieur de vol Don Repo, qui avait péri lors de l'accident du vol 401, hantaient certains des avions de la Easter Airlines. Puis des rapports furent établis qui relataient les faits rapportés par les pilotes, les hôtesses et les ingénieurs de vol, et les passagers, et bientôt ces témoignages devinrent si nombreux qu'il ne fut plus possible de les ignorer. Un matin de l'année 1973, le Tristar 318, un avion de la Easter Airlines, en partance pour Miami, se préparait à décoller de l'aéroport Kennedy, avec à son bord l'un des vice-présidents de la compagnie. Bien évidemment, en tant que dirigeant, il avait été autorisé à monter dans l'avion avant les autres passagers. L'homme se dirigeait vers son siège dans la cabine de première classe quand il remarqua qu'un capitaine de la compagnie, en uniforme, se trouvait déjà assis là. Intrigué, il s'avança vers lui. Mais alors qu'il s'approchait, soudain il reconnut le capitaine Loft, et à ce moment-là, celui-ci se volatilisa. Troublé, le vice-président ressortit de la cabine, avisant une hôtesse. Il lui relata son étrange expérience, insistant sur le fait que cette apparition était probablement un mauvais présage et que l'avion risquait d'avoir un problème. Les membres de l'équipage fouillèrent alors l'appareil, mais ils ne découvrirent ni capitaine, ni qui que ce soit. Quelques mois plus tard, sur le même aéroport et le même appareil, un commandant de bord et 2 membres d'équipage venaient de monter à bord quand ils découvrirent à leur grande surprise qu'un pilote se trouvait déjà dans l'avion. Ils discutèrent un moment avec lui sans réaliser qu'il était le capitaine Loft. Puis brusquement, l'homme se dématérialisa et ils comprirent qu'il venait de discuter avec un fantôme. L'équipage en fut tellement secoué que le vol dut être annulé. Avant chaque vol, une vérification de l'appareil était effectuée. Ce jour-là, l'ingénieur de vol fut surpris de constater qu'un officier était déjà assis dans son siège. S'approchant de lui, l'homme reconnut immédiatement Don Repo, qui lui dit alors: Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour l'après-vol. Je l'ai déjà faite. Puis brusquement, il se volatilisa. Quelques semaines plus tard, un pilote vérifiait les instruments avant un vol Miami-Atlanta quand soudain, juste en face de lui, apparut Don Repo, qui lui déclara distinctement: Il n'y aura jamais d'autre accident sur un L-10-11. Nous ne laisserons pas cela se produire.
Lors d'un vol, à bord du TriStar 318 qui relie Atlanta à Miami, les membres d'équipage du cockpit prenaient leur repas quand soudain un coup retentit dans la salle de l'électronique, qui se trouvait juste sous le cockpit. Depuis quelque temps, des rumeurs de fantômes circulaient parmi le personnel, et personne n'avait vraiment envie d'aller voir. Mais les coups se faisaient insistants. L'ingénieur de vol ouvrit la trappe. Debout dans la salle se trouvait Don Repo, qui regardait fixement l'endroit où il se tenait au moment de sa mort. Le 18 mars 1974, 203 passagers voyageaient à bord du TriStar 318, qui les transportait de New York à Mexico. Faye Mary Weaver, qui travaillait comme hôtesse, se trouvait dans la cuisine de la galerie inférieure quand soudain elle aperçut un visage qui la regardait depuis l'intérieur du four. La jeune femme poussa un cri et sortant de la cuisine, elle s'empressa de prévenir l'ingénieur de vol et le pilote, qui la suivirent jusqu'à l'office. Quand ils aperçurent le visage, l'ingénieur de vol reconnut immédiatement Don Repo, qui était l'un de ses amis. À ce moment-là, l'apparition leur déclara: méfiez-vous du feu sur cet avion. Curieusement, en cours de route, l'appareil connut de sérieux problèmes. L'un de ses moteurs prit feu, ce qui l'obligea à atterrir en urgence sur l'aéroport le plus proche. En 1974, alors qu'elle se trouvait en vol, le capitaine du TriStar 318 aperçut Don Repo assis sur le strapontin. Il était assis là, clair comme le jour. Le pilote, qui avait du mal à croire ce qu'il venait de voir, se retourna quelques secondes, mais quand il regarda à nouveau, l'apparition avait disparu. Le 22 mai, lors d'un vol entre Newark et Miami, une hôtesse comptait les passagers de la cabine de première classe quand elle remarqua qu'il y en avait un de trop, un pilote de la Easter Airlines qui ne figurait pas sur la liste. Intriguée, elle tenta de lui parler, mais comme il refusait de le lui répondre, elle décida d'en référer à l'ingénieur de vol. L'ingénieur s'adressa alors au pilote sans plus de succès, et remarquant que les passagers commençaient à devenir nerveux, ils décidèrent d'appeler le commandant de bord. Ce dernier sortit du cockpit, mais apercevant le pilote silencieux, soudain il s'écria: oh mon Dieu, c'est Bob Loft. À ce moment-là, le capitaine Loft se dématérialisa devant les 12 personnes qui assistaient à la scène. De nombreuses histoires tournaient autour de la cuisine du TriStar 318, qui était le théâtre de bien des phénomènes. Les agents de bord la trouvaient étrangement froide. Certains avaient le sentiment d'y sentir une présence et d'autres y voyaient parfois la silhouette vaporeuse d'un homme. À une occasion, une hôtesse aperçut un ingénieur de vol qui semblait absorbé dans la contemplation du four à micro-ondes. La jeune femme continua son service sans plus y penser, mais un peu plus tard, quand elle croisa l'ingénieur de vol, elle se souvint du four, et quand elle lui demanda ce qui n'allait pas avec l'appareil, étrangement, il ne comprit pas de quoi elle lui parlait. Le 13 septembre, une hôtesse vit un nuage se former à l'intérieur de la cuisine, et le visage de Don Repo apparut sur la glace du four. Si les membres du personnel voyaient des fantômes, ils n'étaient pas les seuls. À une occasion, des traiteurs de la Marriott Food Service préparaient le TriStar 318 pour son prochain vol quand soudain, ils se précipitèrent hors de l'appareil et refusèrent d'y retourner, expliquant qu'ils avaient vu un ingénieur de vol dans la cuisine, qui s'était brusquement évaporé. Ce vol fut retardé de plus d'une heure. Un jour, c'est au tour d'une femme, assise près d'un pilote de l'Easter Airlines particulièrement pâle, qui ne répondait à aucune question, et cette femme prit peur et sortit de l'appareil à toute allure. Se demandant s'il n'était pas malade, d'ailleurs cette femme appela l'hôtesse, mais soudain l'homme disparut, et elle se mit à hurler, avant de s'enfuir donc. Un rapport complet fut écrit à propos de cet incident,
car elle devint si hystérique qu'il fallut un long moment pour la calmer. Un passager qui volait également sur le Tristar 318 appela une hôtesse pour signaler qu'il avait vu un nuage de forme étrange planer au-dessus d'une aile. Lorsque tout était calme, le nuage flottait légèrement au-dessus. Mais dès que l'appareil se trouvait secoué de turbulences, alors le nuage se posait sur l'aile et immédiatement, l'avion retrouvait sa stabilité. L'hôtesse et l'ingénieur de vol qui observèrent le nuage purent confirmer l'étrange phénomène. Certains des mécaniciens évitaient de travailler sur le Tristar 318. Ceux qui avaient été témoins d'une manifestation ne voulaient même plus l'approcher. Mais la plupart des membres du personnel n'en avaient pas peur. Le fantôme du commandant était souvent vu dans les cabines de première classe ou dans celles de l'équipage, tandis que celui de l'ingénieur de vol se manifestait souvent sur les vols qui avaient des problèmes de sécurité. Les employés de la Easter Airlines pensaient que Don Repo surveillait les appareils en difficulté parce qu'il se sentait coupable de ne pas avoir sauvé le vol 401. Un jour, armé d'une Bible et d'eau bénite, Dick Manning, qui travaillait comme copilote, descendit à l'office du Tristar 318, espérant y apporter la paix. Il rapporta par la suite: au moment où je suis arrivé là-bas, des lumières ont commencé à jaillir de l'intérieur et de l'extérieur. J'ai sanctifié la cuisine avec une tasse d'eau bénite, qui était le symbole du sang du Christ. J'en ai répandu tout autour et encore et encore. Comme je le faisais, soudain un vent s'est mis à souffler sur toute la place. C'était un vent qui faisait dans les 50 km/h. À ce moment-là, la silhouette scintillante de Don Repo se matérialisa dans la cuisine. Et l'exorciste lui dit: Ne sais-tu pas que tu es mort? Tu es mort, Don Repo. Tu as perdu la vie. Ton esprit est resté ici, mais tu n'es pas à ta juste place. Celle où tu devrais être, en tout cas. Alors, brusquement, l'apparition se dissipa. Dick Manning espérait avoir mis fin au phénomène. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas, car peu de temps après, les mêmes histoires recommencèrent. Quand les premiers témoignages lui étaient parvenus, la Easter Airlines avait refusé d'en entendre parler. Elle avait suggéré aux employés concernés de recevoir des soins psychiatriques, proposant gracieusement de les prendre à sa charge. Puis comme les histoires continuaient à se répandre, alors elle mit en garde ses employés, les menaçant de licenciement s'ils étaient pris en train d'en discuter. Mais bientôt, les rapports devinrent si nombreux qu'elle ne put plus les ignorer. Elle finit par les confier à la Flight Safety Foundation, un organisme indépendant dont le seul but est de fournir une expertise impartiale et indépendante sur les problèmes de sécurité dans l'industrie de l'aviation et de l'aérospatiale. Leur conclusion fut la suivante. Les témoignages ont été donnés par des pilotes et des membres du personnel expérimentés et dignes de confiance. Nous les considérons significatifs. L'apparition de l'ingénieur de vol décédé a été confirmée par un autre ingénieur de vol. John Fuller, un écrivain qui était marié à Elizabeth, une hôtesse de la Easter Airlines, s'intéressait au phénomène. Lors de son enquête, il découvrit que des éléments du vol 401 avaient résisté au crash et que la compagnie, par souci d'économie, les avait récupérés et les avait fait réinstaller sur certains appareils, parmi lesquels le fameux four qui se trouvait dans la cuisine du Tristar 318, qui était l'avion le plus affecté par ces manifestations. Peu de temps après, la Easter Airlines loua quelques-uns de ces appareils à la TWA, ce qui était une pratique courante, et de nouvelles observations furent rapidement rapportées. Alors qu'elle se trouvait dans l'un de ces avions, à Phoenix, une femme se mit à hurler, expliquant qu'un homme s'était matérialisé dans le siège à côté du sien, puis qu'il avait brusquement disparu. Troublée par ces témoignages, la compagnie d'aviation révisa son jugement. Peu de temps après, elle fit discrètement enlever de ses appareils tout le matériel qui provenait du tristement célèbre vol 401. Et les manifestations
cessèrent brusquement. Si beaucoup pensaient que ces objets étaient responsables de la hantise, cette explication fut néanmoins réfutée par certains, qui affirmèrent qu'aucun élément du vol 401 n'avait été installé sur les avions de la Easter Airlines ou d'une autre compagnie. 2 ans plus tard, John Fuller reprit l'histoire dans un livre, Le fantôme du vol 401, qui devint un best-seller. Craignant probablement que ces histoires de fantômes ne nuisent à leur compagnie, Frank Borman, le directeur général de la Easter Airlines, refusait toujours d'en entendre parler. Et quand il apprit qu'un film allait sortir, il promit de poursuivre en diffamation ses producteurs. Ignorant les menaces, en 1978, Steven Stern réalisa un téléfilm d'après le livre de John Fuller, Le fantôme du vol 401, qui reprenait toute l'enquête. La même année, un autre téléfilm moins célèbre retraça l'histoire du crash en lui-même, l'accident du vol 401. De nos jours encore, pour la Easter Airlines, aucun de ces appareils n'a jamais connu de hantise. Alors qu'en pensez-vous? Avez-vous connu ce genre de phénomène? Donnez vos témoignages en commentaire. Donnez votre avis. Et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau cas ésotérique.